Que tu sois un athlète amateur ou professionnel, il arrive un moment où il est essentiel de se poser cette question. Pour qui et pourquoi fais-tu de la compétition? Derrière chaque performance, chaque entraînement intense et chaque sacrifice, il y a une motivation profonde qui te pousse à aller toujours plus loin. Mais en fonction de ton âge et de ta maturité, oui, parce que tu peux être mature très jeune, cette question-là, tu te la poses pas du tout en fait. Surtout si tu as été mis dans un sport sans réel choix, souvent par tes parents, et à la compétition très jeune. La motivation pour faire de la compétition, elle peut être aussi influencée par les personnes de ton entourage. Parfois, on veut rendre sa famille fière, ses amis, son entraîneur, ou alors honorer une promesse faite à quelqu'un. Et j'aimerais que l'on s'attarde là-dessus, car l'entourage, l'environnement, c'est ce qu'il peut avoir de mieux ou de pire pour un athlète. Je m'explique, lorsque les parents prennent une place prépondérante, ça peut devenir pesant, malsain, et détruire la carrière sportive, entre guillemets, d'un enfant, la naïveté, l'envie, le plaisir de la pratique. Bon, généralement, les parents, ils ne le savent pas, enfin pas sur le moment, et j'espère vraiment qu'ils ne le savent pas parce que ça serait vraiment pire et horrible, enfin, hein. Mais ils nuisent grandement au développement de leur enfant, surtout d'un point de vue psychologique et mental. Et pour aller plus loin et illustrer mes propos, je voudrais aujourd'hui te partager l'histoire d'un garçon que l'on va appeler, allez, on va l'appeler Mathieu. Donc Mathieu a été mis au taekwondo par son père vers l'âge de 7 ans pour calmer son hyperactivité, parce qu'il bougeait beaucoup, et aussi car il y avait dans ce club de taekwondo, un de ses camarades de classe. Donc il prend beaucoup de plaisir dans ce sport et commence rapidement les compétitions. Et au fil des années, il a l'opportunité de passer les sélections en équipe de France jeune pour éventuellement participer au prochain championnat d'Europe. Mais la condition sine qua non pour pouvoir passer ces sélections, cette première étape, c'est terminer premier. En fait, donc champion de France. Donc malheureusement, tout ne se passe pas comme prévu et Mathieu perd en demi-finale et son rêve part en fumée. Parce que comme je viens de le dire, seul le premier pouvait être sélectionné. Donc il sort du combat déçu, attristé de sa prestation. Il remonte dans les gradins, ses partenaires d'entraînement viennent le réconforter et le féliciter. Car tout de même, bon, il a perdu en demi-finale, mais si on regarde le résultat, une médaille de bronze à un championnat de France, c'est pas mauvais en soi. C'est même bien. Et là, son père arrive, faisant mine de remercier le coach. Et juste après, son père l'allume en privé. Il le critique violemment, sa façon de combattre, ce qu'il fallait pas faire, ce qu'il aurait dû faire. Donc là, Mathieu s'éloigne un peu du groupe et éclate en sanglots. Pour te dire, le père de Mathieu n'est même pas venu assister à ces remises de médailles. C'est sa mère qui est venue le réconforter et le soutenir. Et d'ailleurs, sur les photos de Mathieu, on voit qu'il fait une tête bizarre, une tête d'enfant abattu. Et le père de Mathieu, qui était si fier et présent 1 ou 2 ans auparavant, quand Mathieu a été champion de France, ce jour-là, en fait, il ne l'a pas soutenu durant ce moment difficile. L'important, c'est de participer. Je pense ne faisait pas partie de son lexique. Le plus important, c'était de gagner, d'être numéro 1 et être champion de France pour ensuite partir au championnat d'Europe, etc. À compter de ce jour, Mathieu a commencé à s'inquiéter du regard des autres, que les autres, hein, sa famille, son entraîneur, ses partenaires d'entraînement, pouvaient porter sur ses performances, et il a commencé à y accorder vraiment trop d'importance, avec la crainte de les décevoir au détriment de ceux qui auraient dû rester prioritaires, c'est-à-dire prendre du plaisir et le faire pour lui-même. Pire encore, l'enjeu le tétanisait, il ne parvenait pas à reproduire ses performances en entraînement lors des compétitions. Donc là, je t'ai raconté l'histoire de Mathieu et je voudrais que tu essayes un peu de te faire un feedback. Est-ce que tu vois du coup l'influence, l'impact que les parents peuvent avoir sur un enfant? Et je vais même t'avouer quelque chose. Ce garçon, Mathieu, au final il s'appelle pas Mathieu, il s'appelle plutôt Cédric et c'est de moi en fait que je viens de faire la description. Ce que je te partage aujourd'hui, c'est une chose que j'ai partagée à très peu de personnes dans ma vie. Bon, maintenant, évidemment, si tu écoutes ce podcast, c'est que tu es au courant, mais
Très peu de personnes sont au courant de ce qui s'est passé ce jour-ci et comment moi je l'ai perçu. Mais peu importe. Alors oui, tu vas peut-être me dire, ouais mais Cédric, sans leurs parents, des grands du sport n'existeraient pas, ils ne seraient pas devenus ils sont devenus. Ouais d'accord, peut-être. Et tu vas me donner des exemples, des contre-exemples et des exemples en me disant voilà, regarde par exemple le père de Serena et Venus Williams ou alors par exemple, tiens, je vais vous prendre l'exemple de Thierry Henry. Si on reste du côté français, qui est un footballeur que j'apprécie, que j'ai idolâtré tout petit et que j'adore toujours. Et ces deux pères étaient vraiment présents derrière leurs enfants, même trop présents. Oui, mais déjà, alors, pour commencer, tout le monde n'est pas Serena Williams ou Thierry Henry, et tout le monde ne deviendront pas Serena Williams ou Thierry Henry. Puis ensuite, la question qu'il faut se poser, c'est quel est le prix à payer? Quel est le prix à payer d'être trop présent derrière son enfant? D'ailleurs, Thierry Henry le dit lui-même, hein. Il a avoué récemment que d'avoir souffert du coup d'un profond mal-être psychologique, parce que pour lui, le seul moyen de rendre son père heureux, ce n'était qu'avec le football. Quand il était petit, son père ne lui disait jamais ce qu'il faisait de bien. Il avait besoin en fait de son approbation. Et c'était le cas pour moi et pour plein d'autres enfants en fait. Et crois-moi, en tant que réparateur mental, lorsqu'une motivation est orientée vers l'approbation d'un proche, généralement la performance est moins bonne, voire inexistante. Donc pour Thierry Henry, pour revenir à notre célèbre footballeur français, ben, ça a fait de lui, et il le dit lui-même en fait dans son autobiographie et dans divers interviews, que ça fait de lui une machine sans émotion apparente. Et quand tu regardes Thierry Henry, lorsqu'il marque des buts, il célèbre rarement son but parce que il a la quête de la perfection et il pense à ce qu'il aurait dû faire de mieux avant. Et c'est ce que son père voulait pour son fils, qu'il soit parfait. Et tout cela pour te dire que quand ton fils de 12 ans sort tout content d'un match de football, après avoir marqué 6 buts, et fait gagner son équipe en plus, et toi en tant que parent, tu lui reproches sur le chemin du retour toutes ses erreurs dans le match, telle occasion ratée, telle passe ratée, etc., au lieu de féliciter ton fils dans un premier temps, laisser passer la journée, puis ensuite revenir sur le match en pointant les choses qui ont été bien faites et les axes d'amélioration, bah c'est juste que tu es tout simplement fait à côté de la plaque et que tu manques d'intelligence émotionnelle. D'ailleurs, dites-moi si vous voulez que je développe dans un prochain épisode l'intelligence émotionnelle et son impact dans le milieu sportif et dans la vie de tous les jours. Ça sera même un épisode intéressant. Donc pour Thierry Henry, si vous voulez même, je pourrais partager le lien YouTube où il en parle et tu le vois en fait, il en parle avec beaucoup d'émotion. Donc, arrêtez avec les projets Williams, Henry ou encore récemment Mbappé. Vous ne faites que détruire des enfants. Arrêtez de croire que votre enfant sera le prochain champion du monde, le prochain champion olympique. Tout ce bourrage de crâne qui va juste ajouter du stress supplémentaire et du mal-être à vos enfants. Et laissez-les d'abord prendre du plaisir dans ce qu'ils font. Soutenez-les. Et si tu m'écoutes en ce moment et que tu es parent, la question que je vais te poser est la suivante. Est-ce que c'est ça que tu veux pour ton enfant? Est-ce que ça en vaut la peine pour peut-être un jour, celui-ci fasse carrière et réussisse? Et il faut savoir que c'est 1% qui réussissent à ce niveau-là. Donc généralement, tu fais partie des 99%. Donc es-tu prêt à casser psychologiquement ton enfant sur certains points? Est-ce que Thierry Henry aurait réussi avec ou sans son père? Peut-être que oui, peut-être que non, hein. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que beaucoup d'athlètes ont réussi sans vivre ce traitement. Et tu veux savoir, le point commun de tous ces parents, c'est qu'ils projettent en leur enfant ce qu'il aurait voulu faire ou atteindre. Parce que quand tu te retournes et que tu regardes leur passé sportif, ça n'a rien à voir en fait. C'est pas glorieux, entre guillemets. Voilà. Et tout ça aussi pour t'illustrer encore mes propos. Lors d'une compétition dans un art martial, une fille a perdu, mais tout simplement parce que elle était pas meilleure que son adversaire. Donc elle sort déçue et la première chose que dit son père, au lieu de la consoler, c'est ouais, t'as fait n'importe quoi, mais de toute façon t'es pas forte, t'étais pas bonne aujourd'hui. Non mais t'imagines ou pas? Son père, qui était clairement en méforme sportive, hein, on va pas se mentir, n'arrive même pas franchement à courir ou même lever la jambe. Au lieu de consoler sa fille, est en train de la critiquer. Et d'ailleurs, tu peux regarder les sportifs qui ont réussi. Les sportifs qui ont réussi savent les difficultés et la charge mentale qu'entraîne d'être au top et de rester au top. Alors généralement, lorsqu'ils ont des enfants, soit ils vont tenter de les dissuader de faire du sport à haut niveau, ou alors ils vont les aiguiller, leur apporter du soutien et demander beaucoup d'aide extérieure pour qu'ils soient épanouis. Alors oui, c'est évident, ce sont généralement les parents qui payent les frais de leur enfant en termes d'équipement, de déplacement, etc. Mais est-ce que ça leur donne le droit de réagir ainsi envers leurs enfants quand ils vivent des échecs? Alors je vais te donner ici les clés que tu dois faire en tant que parent. Déjà pour commencer, il faut rassurer sur le plan émotionnel ton enfant.
Tout simplement, il faut le soutenir, le valoriser, le réconforter et éviter de le faire culpabiliser. Penser qu'on a honte de lui ou qu'on n'est pas fier de lui. Il faut éviter aussi d'employer ce que j'ai pu entendre. T'aurais dû, t'aurais pu, il aurait fallu que. Qui renforce encore ce sentiment de culpabilité à cet enfant et il pense du coup que ses parents ont honte de lui et ils sont pas fiers de lui. Il faut l'aider tout simplement à sortir de la déception, lui poser des questions pour qu'il fasse son propre diagnostic. S'il est assez mature encore pour ça, mais je pense que oui. Et un exemple aussi là-dessus pour te dire quelque chose. Une compétitrice est arrivée en demi-finale, dans un sport de combat encore, et elle a décidé de pas combattre parce qu'elle était subjuguée par le stress. Tout d'un coup, le stress arrive, elle est stressée, elle peut pas combattre. Elle décide de pas combattre. Et là, ses parents, le coach, ne comprennent pas et lui font des reproches, lui même interdisent même d'aller récupérer sa médaille, de même lui donner la médaille. Donc les parents m'expliquent cette situation et donc je les écoute, j'essaie de comprendre et je leur dis tout simplement, mais est-ce que vous avez parlé à votre enfant? Est-ce que vous avez demandé qu'est-ce qu'il s'est passé à ce moment-là? Donc une fois que l'attention est retombée, ils sont allés questionner cette fille et la fille leur a dit simplement que elle a eu un gros stress parce que son adversaire était plus gradé. C'est-à-dire qu'elle avait une ceinture plus élevée qu'elle. Elle avait peur en fait. Elle avait peur. La peur est arrivée, le stress, et vu qu'elle était plus gradée, elle a pas voulu combattre. Et vous voyez, en fait, le simple fait de poser des questions à son enfant change la donne et permet aussi, on va dire, d'être empathique. Et d'ailleurs, cette fille qui avait du coup abandonné par peur et par stress en demi-finale a rencontré cet adversaire-là dans une autre compétition et l'a battu. Donc comme quoi aussi la ceinture ne fait pas tout dans un sport. Donc, lui permettre de se questionner pour lui donner une autonomie, de débrief, d'auto-progression, d'auto-débrief. Il peut par exemple, ou elle peut du coup regarder les vidéos après la compétition. Peu importe qu'elle soit déçue ou satisfaite, ça va lui permettre d'avoir une image du coup fidèle et réelle de sa performance. Voilà, pas juste une impression subjective. Et aussi, partager aussi avec le coach, aller chercher les points positifs, les axes d'amélioration pour permettre de l'aider et aussi construire tout simplement en fait une confiance en soi, une estime de soi, le valoriser et comprendre qu'une défaite, ça fait partie du processus en fait pour pouvoir performer et atteindre les objectifs que l'on souhaite. Donc on va quand même revenir à la question initiale et principale de ce début de podcast, c'était pour qui et pourquoi fais-tu de la compétition? Et toi, qui m'écoutes, du coup, pour pouvoir répondre à cette question, il faut que tu arrives à comprendre tes motivations profondes. D'ailleurs aussi, dans un prochain épisode, on parlera des motivations profondes, plus en détail, les motivations intrinsèques, extrinsèques, etc. Donc la compétition est un moteur puissant, mais pour qu'elle reste une source d'épanouissement et non de frustration, il est important que tu comprennes ce qui te pousse réellement à t'engager là-dedans. Je te donne un exemple encore, celle d'Ismaël Padavia, qui est mon sensei de jiu-jitsu brésilien et de MMA. Il disait: je n'ai jamais combattu pour faire carrière, mais j'ai toujours combattu pour me tester. D'ailleurs, je t'invite à écouter l'épisode de mon podcast si tu l'as pas encore fait. Voilà, donc en fait, faut que tu comprennes ce qui te pousse à faire de la compétition. Ça peut être par exemple le dépassement de soi, peut-être que tu cherches tout simplement avant tout à repousser des limites, à voir jusqu'où ton corps et ton mental peut aller. Ça peut être la passion du sport, le simple plaisir de participer, d'évoluer et de confronter à d'autres personnes ta technique, ta connaissance. Ça peut être aussi l'accomplissement personnel, donc ça peut être le fait de remporter une médaille ou atteindre certains objectifs. Ça peut être aussi la reconnaissance et la validation. Donc en soi, tu dois trouver du sens pour rester motivé dans la compétition. Si tu ressens une baisse de motivation ou que la pression devient trop lourde, je t'invite simplement à revisiter tes motivations profondes. Elle peut évoluer effectivement avec le temps et il est normal d'avoir besoin de redéfinir tes objectifs. Et évidemment, on parlera prochainement dans un épisode de la fixation d'objectifs. Pour un athlète, c'est quelque chose d'hyper important pour pouvoir garder la motivation. Donc pose-toi régulièrement cette question: est-ce que je fais cela pour de bonnes raisons? Est-ce que cela m'épanouit encore de faire de la compétition? Trouver du sens dans ta compétition, c'est t'assurer que chaque entraînement, chaque compétition contribue à ton bien-être et aussi du coup à ton épanouissement. Garde en tête que la réussite ne se mesure pas seulement au nombre de médailles, mais aussi à tout ce que tu apprends et deviens à travers ton parcours sportif. Alors, pour qui et pourquoi fais-tu de la compétition? La réponse est en toi et je te laisse du coup méditer là-dessus. J'espère sincèrement que ce court épisode t'a aidé dans ta préparation mentale et qu'il pourra te permettre de te faire passer un cap ou alors même te remotiver, te motiver et trouver un sens à pourquoi et pour qui fais-tu de la compétition. Merci d'avoir pris cette pause avec moi. Restez fort, restez focus et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. À très bientôt.